reconnaissons-le, après bientôt 2 ans de gouvernement, c'est une invitation pour nous à corriger la méthode. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite. C'est une puissante incitation à redoubler d'efforts. Le président de la République présentera prochainement ses orientations. Il l'a annoncé, ces décisions seront puissantes et concrètes. Je vous remercie. Et d'ici là, Édouard Philippe, on le disait, occupe le terrain après la cérémonie de restitution au Grand Palais, l'Assemblée ce mardi, le Sénat demain. Un Premier ministre donc sur le devant de la scène cette semaine, mais dans un rôle plutôt ingrat puisqu'il ne peut rien proposer, rien dire. Dans ces conditions, il n'est pas si simple d'être celui qui doit descendre dans l'arène. C'est l'un des thèmes évidemment de notre grand dossier. Ce soir, bonsoir à vous si vous nous rejoignez. On a écouté également tout à l'heure les mots de conclusion du Premier ministre. Au programme donc ce débat dans l'hémicycle et un débat au cours duquel, et dans l'hémicycle justement et dans les couloirs, l'opposition s'en est donné à cœur joie. Ce n'est pas avec un tel discours qu'on y verra plus clair. C'était un discours vide, un discours creux. Rien, pas une proposition, pas une piste, pas une vision, rien. Ça a été le vide absolument total. On a attendu une demi-heure après un discours qui a fait le bruit d'un aspirateur éteint pour s'entendre dire que finalement tout cela rejoignait la feuille de route du gouvernement. Alors bonsoir Bastien Auger, vous êtes à l'Assemblée, on voit que c'était aussi un peu le concours de la petite phrase et de la bonne formule, mais n'empêche, est-ce que ça résume ces 4 heures de débat et cet après-midi pas si simple peut-être pour le Premier ministre à l'Assemblée ? Écoutez, l'ambiance de cet après-midi, elle ressemblait un petit peu finalement à celle que l'on a l'habitude de voir lors des discours de politique générale. D'un côté, un Premier ministre, Édouard Philippe, à la tribune qui défend sa politique, qui défend son grand débat, même si on l'a entendu, il y a eu quelques mea culpa, notamment sur la méthode. Et puis, les oppositions se sont succédées à la tribune et ne se sont pas privées d'envoyer des flèches contre le gouvernement et contre le président de la République. Christian Jacob, notamment le patron du groupe des Républicains, qui s'en est pris à l'attitude d'Emmanuel Macron en général depuis le début de son quinquennat. Un débat donc vif mais sans annonce. Édouard Philippe a assumé le fait de ne pas encore faire d'annonce, de laisser ce soin au président de la République. C'est, a-t-il expliqué, la logique des institutions. Bastien Auger, vous êtes avec Léo Milloncourt à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ce débat. On se demandait si il fallait... Alors on sait a priori qu'Emmanuel Macron n'accélérera pas, mais est-ce qu'il a mis son Premier ministre dans une position délicate? Vraisemblablement, ce n'est pas du tout votre lecture, Olivier Duhamel. J'ai cru comprendre ça pendant la pause, que vous n'étiez pas forcément d'accord avec les analyses faites jusque-là. Body language. Et puis j'ai l'oreille qui traîne aussi. Les commentateurs et les politiques me font penser à ces malades qui se précipitent aux urgences quand ils ont une petite coupure, tellement ils sont à chaque fois obsédés par l'urgence. Il y a quand même, si on essaye de regarder les choses calmement, il est normal qu'il y ait une temporalité spécifique à un tel débat, en plus relativement inédit. Ça fait déjà quelques semaines. Et alors aujourd'hui, c'est le feu d'artifice qu'on n'arrête pas de dire, mais quand est-ce que Macron va annoncer, mais quand est-ce que Macron va annoncer, mais quand est-ce que Macron va annoncer. Mais il est normal qu'avant cela, premièrement, on ait terminé les débats. Deuxièmement, on ait analysé les résultats. Troisièmement, on en ait fait une restitution à peu près lisible. Quatrièmement, que le Premier ministre expose ce qu'il pense du débat qui vient de se dérouler, comme l'ont fait avant lui les garants, ce qu'il avait de positif, quels sont les principaux axes, les principales choses qui ressortent de ce qu'il entend des Français. Et cinquième, donne, à mon avis, on pourra y revenir aussi, quelques indications sur le fond quand même. Oui. Et cinquièmement, que les décisions annoncées pour tenir compte de tout ça viennent après. Ça aurait été totalement anormal que Macron donne ses décisions depuis 3 semaines où on n'arrête pas de lui dire « et alors ?» C'est juste un débat démocratique et une façon démocratique de le traiter. Et donc cette obsession de dire... C'est totalement faux de dire que c'est du vide et c'est du vent. Je veux dire, moi, si j'étais un député d'opposition, ou de la majorité d'ailleurs, je dirais, on vient de vivre une expérience de démocratie délibérative tout à fait nouvelle et inédite. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme notre nouvelle manière d'organiser notre démocratie? C'est normal qu'on parle de ça, avant de tout de suite dire, mais est-ce qu'on va ou pas rétablir l'indexation des retraites?
Oui, Émilie Zapalski. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai l'impression qu'au fil du temps, là, qui passe, il y a une espèce de mécanique qui fait que ça réduit un petit peu les sujets qui ont été mis sur la table depuis des mois. On a en effet, moi je suis d'accord, hein, le temps du grand débat qui est inédit, et ça, je pense que tout le monde en est d'accord, que la restitution et le fait qu'on rende et qu'il y ait un temps pour tout. Mais simplement, là, ce qu'on voit avec cet exercice que fait Édouard Philippe, qui est en effet de parler pour dire quoi, des superlatifs, parce qu'il n'a pas des mesures concrètes à apporter pour le moment, ça diminue finalement les demandes qui étaient sous-jacentes dans ce mouvement social et dans ces résultats du grand débat. Parce que, par exemple, là, il parle de baisser les impôts. Le mouvement social était, et d'ailleurs Éric Coquerel l'a répété, sur de la justice fiscale, c'est-à-dire comment on fait pour rééquilibrer. C'est pas seulement baisser les impôts au risque de baisser de peser sur des dépenses qu'on devrait diminuer autrement. C'est rééquilibrer, c'est redistribuer mieux. On a un bon modèle de distribution en France, mais on peut peut-être aller plus loin. Et j'ai l'impression que ces sujets de fond, quand les parlementaires disent c'est du vent, c'est vrai que là, c'est des exercices de style, mais il n'y a pas le fond des discussions. Et finalement, ça peut faciliter l'exercice après d'Emmanuel Macron de dire mais ce qui est nécessaire, c'est d'aller encore plus loin. D'ailleurs, on l'a entendu. Puissance, doubler d'efforts, transformation, c'est en effet plutôt leur cap multiplié par 10 qu'ils sont en train d'annoncer. Enfin, moi, ce que je lis entre les lignes, entre les mots d'Édouard Philippe, c'est ça, c'est attention, on n'est pas allé assez vite, donc vous n'avez pas vu les résultats, mais les résultats, ils seront là. Notre politique, elle est bonne pour vous. Ce que pour vous moi, dites est beaucoup plus intéressant que ce qu'ont dit tous ceux qui ont défilé dans les couloirs de l'Assemblée, parce que vous faites une critique sur le fond, sur il me semble que c'est ça qui est important. instrumentalisation et déviation des résultats. Ça, c'est un vrai débat intéressant. Et d'ailleurs, c'est même le débat intéressant d'aujourd'hui. Et c'est même là-dessus qu'il devrait se concentrer. Oui, mais sauf que ce que l'on voit... Personne ne le porte, parce que les Gilets jaunes n'ont pas réussi à s'organiser politiquement, donc le rapport de force n'est pas là. Et ni le Parti socialiste, ni même la France insoumise, ils parlent des pages de Facebook. Enfin, je veux dire, là, ils sont en retard, hein, parce que, ok, le grand débat, mais c'était hier. Non, mais ils sont pas sur le fond. Je pense qu'ils reprennent pas du tout le fond qui pourrait être mis en face de cette politique qui est annoncée. Mais non, parce qu'ils sont aussi sur des stratégies politiques. Et ce que l'on a beaucoup entendu, et on va y venir parce que, alors oui, Marine Le Pen le dit et ne s'en est jamais cachée, elle demande une dissolution, mais il y a... Voilà, ça commence à infuser un peu partout cette histoire de dissolution, nouvelle élection. On va écouter, puisque à son tour, Christian Jacob s'en est emparé de cette question pour les Républicains. Ajoutez-y les excès verbaux du président de la République, qui a rarement su trouver les mots pour montrer aux Français qu'il les respecte. Et vous comprendrez ainsi le rejet qu'il suscite. La grande majorité de nos concitoyens ont été blessés par des attaques à répétition. Ça n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection. Pourquoi une élection? Simplement parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement. Alors, nouvelle élection, hein, c'est pas forcément très clair. On s'est demandé exactement ce que voulait dire Christian Jacob, mais ça rejoint peut-être ce que vous disiez, Olivier Duhamel, c'est que la réponse des oppositions n'est pas non plus à la hauteur de l'enjeu du débat. Je ne veux pas non plus... si je dis ce que je pense, je vais apparaître partisan, mais je veux dire, c'est quand même... Vous êtes là pour dire ce que vous pensez. C'est un nul de dire dont on n'a pas besoin, c'est un grand débat, quand pour la première fois, on a inventé qu'on allait faire parler des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, c'est politicien au petit degré, c'est du sous Marine Le Pen, parce qu'elle reprend la proposition de manière souple et vague. Voilà, c'est pas ça qui va réconcilier les Français avec la politique en général et l'opposition en particulier. Je vous fais réagir, mais on écoute aussi la réponse du berger à la bergère d'Édouard Philippe à Marine Le Pen. Pour répondre à Madame Le Pen, non pas sur l'ensemble de ce qu'elle a formulé, mais sur l'exhortation dans son plan de sortie à respecter un plan en 3 étapes, dont la première serait la transformation de la loi électorale et la troisième, la dissolution. C'est au président de la République qu'il appartient de prononcer les dissolutions. Je me permets d'observer, Madame la députée, que vous considérez qu'il y a urgence, mais que, avant la dissolution, vous prenez le soin de faire en sorte que la loi électorale puisse être modifiée. Ce qui montre que dans votre plan de sortie, la dimension politicienne et électorale n'est pas totalement absente, ce qui ne me surprend pas.
Et oui, c'est un plaidoyer pro domo de la part du Rassemblement national comme proposition de sortie du grand débat. Ouais, on n'est plus à fleuret tout à fait moucheté là déjà. Alors la dissolution, évidemment, la dernière fois qu'on a fait une dissolution en France, c'était il y a 22 ans, le fameux 21 avril 1997, lorsque Jacques Chirac avait prononcé cette fameuse dissolution. Depuis, c'est une sorte de tabou de notre politique nationale, parce que ça lui avait explosé au visage. Je pense qu'effectivement, on voit qu'à travers cette question, c'est plus la question de relégitimer l'action aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de l'exécutif qui est en toile de fond, parce que Emmanuel Macron et Édouard Philippe montrent et veulent montrer aux Français qu'il y a une continuité entre les décisions qui vont être prises et le programme de départ d'Emmanuel Macron, qu'au contraire, la crise des Gilets jaunes leur a permis de booster, leur a permis, après un moment de crise et un moment très dramatique, leur permet de reprendre la main et d'injecter des éléments de continuité et de dire aux Français, mais c'est bien les raisons pour lesquelles vous nous aviez élus, qui sont d'un changement plus rapide, plus profond, moins d'impôts, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une véritable bataille d'interprétation qui va se dérouler sur l'interprétation à donner à toute cette crise. Et l'idée de la dissolution, c'est l'idée de passer par pertes et profits Édouard Philippe et de dire qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un paye l'addition. Donc on voit qu'au-delà de la question, est-ce que c'est politicien? Sans aucun doute, bien sûr que c'est politicien. Évidemment que d'appeler une dissolution, c'est qu'on a une petite idée dans le coin de la tête qu'on va gagner des sièges de députés, évidemment. Mais que derrière cette question, il y a quand même avant tout la question de relégitimer et de reposer la question, est-ce que les Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est bien ça pour lequel ils ont voté lorsqu'Emmanuel Macron annoncera ces fameuses mesures fortes, puissantes, etc. Et là, il y a un point qui est assez sensible pour Emmanuel Macron. Si ce sont des mesures puissantes et qui ne sont pas complètement dans l'épure du plan de départ, ça pose quand même une question. Alors simplement pour préciser aussi et pour expliquer complètement la réponse que fait Édouard Philippe à Marine Le Pen, il faut ajouter que le Rassemblement national demande la dissolution, mais aussi la mise en place de la proportionnelle intégrale. Et c'est donc la raison pour laquelle il lui dit, voilà, vous prêchez pour votre paroisse parce qu'effectivement, vous espérez être mieux représenté si dissolution il y a et avoir plus de députés. Est-ce que finalement, le message, c'est pas de dire, mais il y a 2 ans, quand vous avez voté pour nous, vous avez voté justement pour ce changement que vous appelez de vos voeux. C'est ça un petit peu aussi ce que dit Édouard Philippe, c'est voilà, il n'y a qu'avec nous que ça va pouvoir se passer parce que c'était la promesse de départ finalement. Il a surtout secoué un immense chiffon rouge quand même dans l'hémicycle cet après-midi qui a donné lieu aussi à ces réactions. Je ne sais pas si Christian Jacob pense qu'il faut vraiment une nouvelle élection, mais les propos du Premier ministre en conclusion, et il l'a dit fort et clair, c'est il faut corriger la méthode, pas la changer, la corriger. Je le cite, prendre en compte de nouvelles priorités. Encore une fois, pas changer, mais en prendre en compte de nouvelles. Il dit aussi, mais tout cela rejoint la politique du président de la République et la feuille de route du gouvernement. Il le dit très clairement, et il dit très clairement dans la lumière ce que nous disent encore des ministres aujourd'hui dans l'ombre. C'est-à-dire, finalement, les Gilets jaunes, ils ont donné raison à notre politique. Moi, ce que je vois dans les demandes des Gilets jaunes, c'est ce que dit Emmanuel Macron lors des conseils des ministres. Donc en fait, on va non seulement dire qu'on les a entendus, mais on va faire la même chose, mais plus fort. Et ça, c'est forcément vu comme une ultime provocation à cette issue. C'est assez osé comme stratégie. Oui, on a le sentiment que c'est comme avec un ordinateur. On a le logiciel et puis on passe à la version supérieure. Mais ce n'est pas une nouvelle version. C'est dire que les Gilets jaunes... C'est pas un reboot, comme on dit. Oui. Une mise à jour, mais dans le même sens, sans changer vraiment de programme. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux postures qui paraissent politiciennes, parce que c'est aussi ce qui se passe quand il y a eu tout ce grand débat pour lequel les députés n'ont pas été consultés. Ils sont consultés seulement à la fin où on leur dit « Maintenant, c'est votre moment, vous allez pouvoir débattre et bien sûr, on ne votera pas. » Alors quand même qu'ils sont là pour faire des lois et qu'ils en ont fait et qu'ils ont fait des propositions et qu'elles n'ont pas été entendues. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent de plus en plus fort. Alors ils savaient qu'on les attendait sur le tout ça pour ça, la montagne à accoucher d'une souris. Alors là, on a trouvé le bruit de l'aspirateur qui est éteint. Donc c'est une image, on cherche à comprendre ce qu'elle dit. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'idée que la représentation nationale, les députés, ne se sentent pas à l'aise dans ce système avec Emmanuel Macron. Et ce que dit Christian Jacob, au-delà de la dissolution, tout son discours, c'était de dire, attendez, rappelez-vous qu'au départ des Gilets jaunes, il n'y a pas que des gens qui vous donnent raison, il y a des gens qui ont un problème de comportement et de posture avec Emmanuel Macron. Et c'est ça qu'il rappelle. Et ça, le Premier ministre n'y répond pas du tout. Parce que tout ce qu'il dit, c'est... On avait fait le bon diagnostic, il y a un consensus sur le diagnostic, ce qui est loin d'être vrai, et donc on va aller plus loin, plus fort, c'est ce que nous demandent les Français. Et Christian Jacob dit, non, c'est pas ça que demandent les Français, il faut déjà qu'on discute du diagnostic,
et de ce qui va être fait. Et donc, il essaie de dire maintenant, s'il faut parler fort, la dissolution, parce qu'il y a beaucoup de députés En Marche qui ne seront pas réélus. Or, si le grand débat avait prouvé que les gens voulaient que Emmanuel Macron aille plus vite, il n'aurait pas peur d'une dissolution parce qu'il serait conforté dans le vote des législatives. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est ça que ça veut dire, Christian Jacob. Ce n'est pas vraiment demander une dissolution parce qu'il sait très bien qu'avant, il y a éventuellement un changement de Premier ministre qui est possible. Alors sur cette question du rapport très direct et des critiques très directes faites à Emmanuel Macron, Édouard Philippe a une autre réponse. On peut peut-être dire qu'il répond en creux. On va écouter ce qu'il disait une fois encore cet après-midi à l'Assemblée nationale. La première exigence, elle prend la forme d'un mur de défiance qui sépare beaucoup de Français de ceux qui les représentent et influent sur leur vie, qu'ils soient élus, hauts fonctionnaires, syndicalistes, journalistes. À part les maires, pas une seule organisation, pas une seule catégorie d'élus n'échappe à cette défiance. Oh, bien sûr, individuellement, nous avons des soutiens, mais collectivement, nous serions aveugles d'imaginer que cette défiance n'est pas élevée et n'est pas grandissante. Voilà, c'est une façon de dire aussi vous êtes tous responsables et donc prenons tous nos responsabilités. Oui, puis c'est une façon de répondre à cette attaque justement dont vous parliez de Christian Jacob. La personne d'Emmanuel Macron. Voilà, de la personne, parce que là, on voit bien que c'est l'étiquette président des riches et toutes ces critiques de la première partie du quinquennat qui pourraient réapparaître. Donc évidemment, Édouard Philippe, il englobe tout le monde en disant le mur de défiance, c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est nous tous. Et ça règle ce problème d'image parce que a priori, c'est le risque le plus gros et presque le seul qui pourrait réapparaître de cette image-là. C'est-à-dire que la première partie du quinquennat, très libérale, qui régale les riches et qui s'occupe des pauvres très très tardivement. Après, moi, je reviendrai sur la question des parlementaires. J'ai l'impression que se joue exactement ce qui s'est joué sur les élus en début de mandat, c'est-à-dire que les élus avaient été oubliés, même mis de côté. Tout d'un coup, avec la crise des Gilets jaunes, ils ont été remis sur le devant de la scène. Ils sont maintenant sur un piédestal parce qu'en plus, dans les retours du grand débat, on voit bien que c'est le maire, la commune qui est plébiscité dans le rapport avec les citoyens. Et ils ont accepté de jouer le jeu aussi. Et ils ont accepté de jouer le jeu. Ils auraient pu tourner le dos. Tout à fait, ils ont organisé, ils ont travaillé avec les citoyens. Et là, on a l'impression qu'il fait la même chose avec les parlementaires. C'est-à-dire que moi, j'étais très surprise, en effet, que les parlementaires soient simplement invités à s'exprimer la semaine dernière une première fois, que là, ils soient invités à écouter, à s'exprimer, mais sans qu'il n'y ait de vote, de véritable discussion. On a l'impression, en effet, qu'ils sont pris un peu pour des pantins, et c'est très étonnant de voir ça. Et moi, je pensais naïvement qu'on pouvait déjà commencer à discuter sur le fond, encore une fois, auprès des parlementaires, puisque finalement, même si le grand débat a pris du temps, la restitution, les diagnostics, qui sont d'ailleurs pas représentatifs de la société française, sont déjà connus. Donc on comprend pas, c'est là où peut-être l'ensemble de la population ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas agi en parallèle par rapport à des diagnostics qui, malgré 2 mois et demi de débat, étaient déjà quand même largement connus et ils sont pas très différents. Alors les proportions sont différentes, parce que on n'est pas dans un sondage, parce que il y a les Gilets jaunes qui ont fait leur vrai débat aussi. Mais on voit bien que les thématiques, elles sont là, sur la table. Et dernière chose, je trouve que ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est il a focalisé sur des sujets qui n'ébranleraient absolument pas leur politique économique. Il a parlé de la transition écologique, il a parlé de la métropolisation et de mieux servir justement tous ces territoires qui sont à côté, avec les services publics. Il a parlé de démocratie participative davantage, sans en donner plus de détails. Ça ne bouge pas son cap économique grossièrement. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça lui fasse faire un énorme pas de côté. Ou prendre un grand virage. Juste sur les parlementaires, je pense malgré tout qu'ils peuvent souffrir quelques jours à devoir être dans l'écoute. On a dit depuis le début, le pari était quand même clair du contrat de départ, c'est la place aux Français, la parole aux Français. Et comment ça aurait été perçu si à la fin, sans même vraiment finir de détailler les propositions des Français, on disait les parlementaires vont déjà vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, et ce qu'ils vont en faire. Il y aura le temps parlementaire, puisque tout ça, même Édouard Philippe a employé le mot, il y aura des grands chantiers. Il l'a annoncé cet après-midi. Et là, il y aura un travail parlementaire
parlementaire sur des textes, des budgets rectificatifs au mois de juin ou encore les institutions. Est-ce que ça aurait été effectivement le bon signal dès aujourd'hui d'ouvrir aussi la boîte de Pandore et d'en faire un objet parlementaire? Je ne suis pas sûre que ça aurait été très bien perçu. Moi, il y a juste deux choses. C'est que on a quand même mis en place une loi anti-casseurs, qui était déjà sur la table par les Républicains, mais on l'a remise en place en toute urgence parce qu'en effet, il y avait une urgence. Mais là, il y a une urgence sociale. Il y a possibilité c'était pas de le grand discuter. débat, ça. La loi anti-casseurs, c'était pas. Oui, mais c'était une conséquence. Et le pouvoir d'achat, pareil. Et moi, j'ai l'impression que les concertations qui sont annoncées, voilà, c'est ça dont je on parle. On ne parle pas de concertation. Les chantiers, ce sera potentiellement des lois. Et donc, il y a des concertations qui sont annoncées, d'une part avec les élus, d'une part avec les organisations syndicales. Mais là, moi, je ne vous parle pas du tout de concertation. Je vous parle des lois qui vont de toute façon arriver à l'Assemblée nationale. Oui, mais là, on entend dire que les chantiers nécessiteront des concertations avec, d'un côté, les élus. Enfin, je ne sais pas, mais ça se dessine quand même encore beaucoup de discussions. Avec beaucoup d'étages pour la fusée. Oui, non, mais c'est quand même très compliqué parce que ça n'a pas que des vertus, le grand débat. Premièrement, ça n'est qu'une partie des Français, ce sont des citoyens actifs. C'est un petit peu plus, une partie un peu plus importante du peuple que les Gilets jaunes, mais ce n'est pas le peuple. Deuxièmement, ce qui en sort est souvent très contradictoire, puisqu'on demande des baisses d'impôts, mais plus de services publics. On demande de simplifier la vie et l'organisation locale, mais de ne pas supprimer d'échelons. On demande donc des choses souvent extrêmement contradictoires. Et par rapport à ça, ce qui est clair dans ce qu'a dit Édouard Philippe hier et demain, c'est qu'il y aurait d'une part des décisions immédiates et d'autre part des grands chantiers, donc des transformations. Alors j'imagine qu'il y en aura qui concerneront les collectivités locales. J'imagine qu'il y en aura qui concerneront l'introduction de formes de démocratie participative. Et tout ça, ça ne se fait pas par une décision qu'on annonce comme ça. Et c'est l'annonce déjà de ce double registre, cette double façon de répondre. Décision immédiate forte, ouverture de chantier de transformation sur la méthode, la démocratie au plan national et local, c'est déjà une manière d'essayer de trouver une voie de sortie qui dépasse la question de savoir s'il respecte ou il ne respecte pas ses engagements de campagne et la première partie de son quinquennat. Oui, mais dans le même discours, il y a quand même l'idée que le grand débat donne raison aux options de départ d'Emmanuel Macron, par exemple, sur la fiscalité. Entre dire les gens veulent moins d'impôts et il y a un sentiment d'injustice fiscale, la réponse n'est pas la même. Et là, ce qu'a dit Édouard Philippe, on a compris, les gens veulent qu'on baisse les impôts. Non, il y a plus que ça. Il y a l'idée d'une redistribution plus juste. Mais il dit des choses et son contraire. Oui, Édouard Philippe. Parce qu'il dit il faut corriger la méthode. Alors, vous disiez tout à l'heure, corriger, c'est pas changer. Enfin, quand même, quand on dit corriger la méthode, c'est la manière diplomatique de dire qu'il faut changer la méthode. Pourquoi fait-il du diplomatique? Pourquoi il ne dit pas les choses clairement, comme par exemple sur les maires? Mais parce que déjà, pour un pouvoir politique en place, dire qu'on va adapter les 80 km/h, dire qu'il faut corriger la méthode, dire qu'il faut de nouvelles priorités, c'est déjà des éléments d'autocritique. Oui, mais je pense que ce que les gens attendent... Vous en voulez plus, moi aussi, mais... Non, mais les gens attendent simplement dans la formulation que les politiques disent les choses telles qu'elles sont. Au lieu de faire de la diplomatie, de tourner autour du pot, on peut dire que les maires, il ne les a pas calculés et que c'était une erreur et que maintenant, il a compris leur rôle. Ce serait clair, tout le monde comprendrait et se dirait, il a entendu quelque chose, il a changé. Là, on a l'impression qu'il donne, c'est qu'ils n'ont pas changé. Alors, il y a eu une petite phrase quand même, parce que les Gilets jaunes n'ont pas été évoqués du tout hier lors de la restitution. Ça a changé dans le discours d'Édouard Philippe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La crise des Gilets jaunes est née d'une taxe et de la hausse plus générale des prix du carburant. Avant de prendre d'autres formes, pas toutes acceptables, elle a été l'expression d'un malaise profond chez beaucoup de nos compatriotes. Aucun d'entre nous, ici, qui suivons et qui participons à la vie politique, n'ignorons ce malaise, cette colère qui, depuis longtemps déjà, a, à certaines occasions, manifesté son intensité. Alors on avait quand même le sentiment que ces deux mots, gilets jaunes, ça a arraché un peu la bouche et du président de la République et du Premier ministre. Là, ils sont dit, c'est dit à l'Assemblée nationale, à un moment important de ce grand débat, même si l'opposition dit que ça ne sert à rien, mais quand même, symboliquement, c'était important aussi qu'Édouard Philippe... J'avais trouvé hier que c'était une vraie erreur de communication du Premier ministre de ne même pas prononcer le terme gilet jaune. Et beaucoup de gens ont dit qu'instantanément, sur tous les réseaux sociaux, on avait vu beaucoup de réactions.
de gilets jaunes ou de personnes sympathisantes des gilets jaunes disant mais au fond il n'a même pas la moindre reconnaissance pour ce qui s'est passé. Donc effectivement c'était, je crois, très important que le Premier ministre le dise, d'autant plus que lorsqu'on regarde ce fameux mur de défiance dont il a parlé, mais ce mur de défiance a des racines, des fondations extrêmement profondes, extrêmement fortes. Lorsqu'on demande, nous, dans nos enquêtes au CEVIPOF, notre baromètre de confiance politique, quelles sont les qualités qu'il faudrait qu'un élu ait, les Français disent en majorité qu'il soit honnête et qu'il tienne ses engagements. Et on a vu que dans la première partie du mandat, c'est bien ça qu'Emmanuel Macron et la République En Marche ont essayé d'incarner. 75% des députés renouvelés, une loi de restauration de la confiance dans la politique. Mais il y a un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect empathique. L'empathie, elle s'est incarnée à un moment donné pour Emmanuel Macron par une multiplicité de selfies prises avec des Français. Mais ce n'est pas ça l'empathie. L'empathie, c'est au fond qu'ils comprennent ma vie et les problèmes que j'ai. Et dans nos enquêtes, apparaît très clairement une très forte majorité de Français qui disent les élus ne se soucient que des riches et des puissants. Donc il y a là quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important, que les pouvoirs publics, pas seulement Édouard Philippe, mais les pouvoirs publics, le gouvernement, donnent le sentiment aux Français qui vont mal, qui ont de véritables difficultés, qu'ils sont entendus, qui sont écoutés, et pas seulement qui sont d'ailleurs écoutés pendant un débat. Donc il y a là quelque chose qui est très, très, très important. Et deuxième point que je trouve un exercice... Juste un mot, c'est possible. Parce que ce que dit Bruno Cotresse, on peut l'étendre à ce qui se passe dans énormément de pays. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Trump a été élu? Parce qu'ils ont eu le sentiment que Clinton ne s'intéressait qu'aux riches et aux puissants. Pourquoi est-ce que le Brexit a été voté? Parce qu'une majorité a eu le sentiment qu'on ne s'intéressait qu'aux travailleurs détachés et à je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que l'AfD progresse, etc. Le ressort des montées de populisme est exactement sur ce point-là. Alors, il a raison de dire que c'est très important chez nous, mais c'est la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans le monde transformé par la mondialisation qui, elle-même, est absolument partout en crise avec les mêmes ressorts de la crise. Les mêmes ressorts. Donc, juste pour... Ouais, tout à fait. Vous aviez un deuxième point. Oui, le deuxième point, c'est effectivement sur la question de la temporalité. Ça va être extrêmement essentiel si Édouard Philippe ou Emmanuel Macron veulent que tout ça réussisse. Ça va être très important d'expliquer aux Français cette question de la temporalité. L'action publique, effectivement, ça n'a pas la temporalité. On appuie, il se passe quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il va falloir que le Premier ministre soit sacrément sur le pont pour nous expliquer comment l'administration va se mettre en ordre de bataille pour incarner tout ça. Et c'est un paquebot qui a une certaine... il lui faut des fois du temps pour prendre de nouveaux caps. Ce que l'on a entendu, ça s'appelle pour l'instant l'agenda de solutions. C'est ça la formule qui a été retenue. Entendre à nouveau, mais ça c'est l'épine dans le pied du gouvernement depuis le premier jour. Gérer cette équation entre les appels d'urgence et le temps long qu'il faut pour légiférer. D'ailleurs, il y a comme un paradoxe souvent dans l'expression gouvernementale qui à la fois demande du temps et en même temps parle d'accélérer en permanence. Moi, personnellement, je m'y perds un peu. L'autre question de communication qui semble difficile à dénouer pour le gouvernement, et j'ai envie de dire une nouvelle fois, et c'est comme s'il reproduisait un peu l'erreur depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que parfois ils ont des constats justes et qu'en termes de communication, ils passent à côté. Vous avez évoqué l'absence des gilets jaunes qui n'ont pas été cités hier, et du coup ça donne l'impression qu'il n'y a pas, on ne se rend pas compte du problème de proximité, de solitude, d'être éloigné, de ne pas être reconnu, le sentiment des élites, etc. Et pourtant, à longueur de discours d'Emmanuel Macron, du Premier ministre et même des ministres hors caméra, la première chose qu'ils mettent en valeur, c'est on a entendu le problème de la proximité, la question de la solitude, etc., etc. Et c'est comme si ça ne passait pas, encore une fois, le mur du son. Le grand défi, ça va être certainement de montrer qu'ils sont capables de prendre ça comme matière, de montrer qu'ils ont fait le constat et qu'ils en font quelque chose. Vous avez raison, mais comment faire autrement, je veux dire? Comment faire autrement? Si vous prenez le discours, d'accord, on se polarise, il n'a pas dit gilets jaunes, il n'a pas dit gilets jaunes, mais il a dit les mots qui reviennent le plus souvent: isolement, abandon, indifférence, manque d'attention. C'est ça. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans un monde de défiance, dans laquelle on a 70 à 75% d'impopularité, et où, quand vous dites ça, à cause de cette défiance structurelle et de cette impopularité conjoncturelle, c'est comme si vous pissiez dans un violon contre le vent dans le désert. Et c'est exactement pour ça, je suis totalement d'accord, c'est exactement ce que je voulais dire, mais en mieux dit. C'est ça qui est bien. Mais c'est pour ça qu'ils essayent deux leviers. Mais c'est pour ça qu'ils appuient sur deux leviers de manière systématique, c'est parler des hauts fonctionnaires, de la représentativité des élus, etc. Et de l'autre, de parler même du bus, de proximité, etc. Ils vont essayer d'allier à la fois la question de la représentation et la question de l'action. Et ça, c'est intéressant.
intéressant. Mais il y a une donnée, par exemple, quand on pourrait comparer, vous avez un bon ami, vous vous êtes disputé avec lui. Pour renouer le contact, il faut qu'il reconnaisse ses torts, mais vous aussi. Et clairement, vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Et là, constater l'isolement, constater la défiance en disant « ça s'est fait avant nous », la preuve, c'est qu'aucun des partis classiques n'est arrivé au second tour en 2017. Pourquoi ne pas dire on a porté cette espérance de nouvelle démocratie et puis on a déçu, parce que c'est quand même ça qui s'est passé aussi. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté Emmanuel Macron, qui attendaient une organisation politique et un système de partis différents avec En Marche, qui ont été déçus parce qu'il ne s'est rien passé. Et je rejoins aussi l'histoire des députés. Les députés ont dit ça ne va pas dans le pays, au niveau social, on marche que sur une jambe. Ils n'ont pas été écoutés. Pourquoi ne pas dire clairement les députés, on ne les a pas assez écoutés, on va les écouter davantage. Je pense qu'il y a un constat sur des mauvaises orientations, pour ne pas dire des erreurs qui ont été faites, qu'il faut faire clairement pour que les gens se disent on peut recommencer à leur faire confiance. Si c'est notre analyse était les bonnes et on continue à avoir raison sans jamais s'être trompé, ça ne retisse pas la confiance. Eh bien, en tout cas, sur le dialogue et sur le choix de ce grand débat et de ces échanges, voilà ce que dit Édouard Philippe à propos donc, du choix du président de la République d'adopter cette méthode-là pour essayer de sortir de la crise. Le président de la République, mesdames et messieurs les députés, nous a demandé d'aller au-delà et de ne pas nous contenter de ces mesures d'urgence. Il n'a pas cherché, comme d'autres avaient pu le faire, à clore ce débat, à endormir la colère avec de l'argent public ou en prenant de l'argent aux entreprises et aux actifs qui font la richesse et la production de ce pays. Au contraire, mesdames et messieurs les députés, au contraire, il a pris le risque du débat. Il est moche. Bonsoir Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère. Merci de nous rejoindre. Vous arrivez de l'Assemblée nationale, c'est la question que je vous posais alors que l'on réentendait Édouard Philippe. Justement, quand il est monté à la tribune tout à l'heure, qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous n'auriez pas aimé être à sa place ? Pourquoi donc ? Parce qu'on s'interroge sur cet exercice un peu périlleux, ce fil sur lequel marche le Premier ministre. On est dans l'attente, on est dans l'entre-deux. Il ne peut pas dire ce qui va se passer, ni quand le président de la République va parler. Et donc, voilà, quand même, oui, l'opposition avait un petit boulevard pour lui, pardonnez-moi l'expression, rentrer dedans. Je comprends la question. On avait toujours dit qu'après le grand débat, il y aurait la phase de restitution de ce que nous ont dit les Français, et qu'ensuite, il y aurait la prise en compte de ce que nous ont dit les Français à travers des propositions qui relèvent du chef de l'État, et évidemment du Premier ministre aussi. Donc le Premier ministre, lui, s'est livré à l'exercice qui consiste à dire voilà les conclusions du grand débat, comme on s'y était d'ailleurs engagé, en transparence, tout est disponible sur le site internet public du grand débat national, toutes les données sont là, et donc il nous dit voilà les grandes lignes de ce que nous ont dit les Français, maintenant on attend les propositions. Donc, oui, mais ça ne rend pas forcément l'exercice plus facile. Non, mais on a envie d'être dans l'après. On a envie d'être dans l'étape des propositions. Évidemment, je suis parlementaire. Si je n'avais pas envie de réformer le pays, j'aurais fait autre chose. Donc, évidemment qu'on est dans l'attente des propositions. Mais cette étape-là, c'est une étape qui est nécessaire. Et honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Le Premier ministre est bon dans l'exercice. Les députés étaient plus ou moins mobilisés. Mais voilà, ça c'est... Alors on va quand même avoir une petite idée de l'ambiance avec un échange tout à l'heure entre Christian Jacob et Gérald Darmanin qui était donc Christian Jacob qui prenait la parole à la tribune puisque chaque groupe a pu s'exprimer et répondre au Premier ministre et évidemment les ministres étaient présents dans l'hémicycle. Jacob adore les ministres LR. Alors on va écouter cet échange tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Détestation maximale. Monsieur le ministre, vous n'avez pas à prendre la parole ici. Ou alors vous la demandez au président. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions. Vous êtes là à la disposition de l'Assemblée. Parfaitement. S'il vous plaît, on ne s'interpelle pas, on continue. C'est anecdotique ou ça a été comme ça pendant 4h30 de débat ? Anecdotique. Anecdotique. Bon, après, on peut dire, faut pas que les Français imaginent qu'il y a que du cirque à l'Assemblée nationale. Après, il y a une forme d'exutoire collectif. Vous êtes tous réunis dans une salle avec un plafond qui mime la lumière du jour de 9h du matin à 1h du matin. De temps en temps, il y a un peu de joute verbale. Ça a toujours été le cas. Le Parlement français est plutôt sage par rapport à d'autres parlements. Et puis, ces deux-là se connaissent bien. C'est sûr que si vous comparez avec les images de la Chambre des communes ces derniers jours, sur le plan de la procédure, Christian Jacob a raison. Mais il ne l'a fait contre Darmanin alors qu'il ne le fait pas contre l'autre que parce qu'il le déteste absolument. Ouais, et puis Christian Jacob me pardonnera de le dire, c'est pas le dernier à s'exprimer quand c'est pas lui de parler dans l'hémicycle. C'est même assez souvent. Honnêtement, ça fait partie du folklore.
Je rebondis sur ce que disait Marie-Ève Malouine juste avant votre arrivée. Elle disait les députés ont beaucoup alerté le gouvernement en disant attention, attention, quelque chose se passe, il faut nous entendre. Émilie Zapalski disait qu'aujourd'hui les parlementaires étaient peut-être un peu mis de côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et est-ce que vous dites c'est enfin le moment, peut-être notre moment, il va falloir qu'on reprenne un peu... Sur l'alerte, n'en parlez pas au passé. On continue d'alerter sur un certain nombre de choses ou sur un certain nombre d'idées qu'on peut entendre dans le débat public ou dans le débat politique. C'est notre rôle d'ailleurs. Je dis pas que... Je dis pas qu'on a vocation à être plus entendu que d'autres. Moi, je n'oppose pas les technos et les politiques, parce que je pense que chacun a son rôle. C'est important qu'on ait dans les agences d'État et dans les ministères des gens qui techniquement soient parfaitement au point et qui tiennent parfois, pas le mot la bride, mais qui soient très vigilants à ce qu'on respecte nos engagements budgétaires, etc. Ils sont dans leur rôle. Et nous, on est dans notre rôle en leur disant attention, les amis, il y a ça effectivement qu'il faut faire. On partage les idées avec vous, sinon on ne serait pas du même bord politique, on ne serait pas dans le même camp. Mais on perçoit ça sur le terrain. Attention, quand vous dites ça, attention à ce que ça peut provoquer. On était sur les marchés le dimanche, enfin, c'est l'expression favorite du député. Après, tout le monde a, j'ai envie de vous dire, tout le monde a une famille, tout le monde a des repas le dimanche animés où on discute. Oui, mais on a beaucoup entendu par exemple que c'est peut-être ce qui avait manqué à Emmanuel Macron, justement, de ne pas être sur les marchés le dimanche et que ce grand débat avait pu corriger peut-être un peu le tir. Pour le coup, si le président de la République connaît parfaitement l'état du pays, il connaît parfaitement l'état social dans notre pays. Ça, je veux dire, honnêtement, je suis très franc. Je ne considère pas que j'ai quoi que ce soit à lui apporter qu'il ignore. C'est dommage, là, vous glissez vers la langue de bois. Mais non, le président de la République... Il a été extraordinairement surpris, comme d'ailleurs tout le monde parle des Gilets jaunes. Il a été encore plus surpris d'avoir des moments où il ne pouvait quasiment pas sortir. J'ai été surpris par le mouvement des Gilets jaunes. J'ai été invité sur un plateau, je disais, oui, ce sera peut-être du one-shot, on verra. J'ai été surpris. S'il connaissait parfaitement l'état du pays, il aurait... Déjà, s'il connaissait parfaitement l'état du pays... Je ne dis pas qu'il le connaît parfaitement, je dis qu'il le connaît. Il faut le dire qu'il le supprime. Je n'ai pas la prétention de mieux le connaître que lui. Il aurait fait les mesures sociales en même temps que les mesures pour les riches. Il n'imaginait pas s'en prendre dans la figure à ce point-là. Il a été extraordinaire. Mais personne ne l'aurait imaginé. Oubliez les Gilets jaunes. Son effondrement de popularité qui précède le mouvement des Gilets jaunes. Il n'a absolument pas vu venir. Et il s'est évidemment coupé du pays. Il a commencé à ressaisir des choses depuis 2-3 mois, et notamment avec le mouvement. Et de dire qu'il a toujours été branché avec le pays, c'est Olivier, on va laisser répondre. Le président de la République connaît parfaitement l'histoire de la Ve République. Citez-moi un président au cours des 30 dernières années, en tout cas depuis que je suis né, qui ne se soit pas effondré dans la popularité. Enfin, si on commence à gouverner au sondage et à la popularité, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais j'ai pas du tout... Ce que je disais, c'est j'ai pas la prétention... Je ne considère pas que le président de la République connaisse, si je l'ai dit, pardon pour ça, parfaitement l'état du pays. Je dis juste que je n'ai pas, moi, davantage de connaissances des choses à lui apporter de ce point de vue-là. Là où on a un rôle comme parlementaire, c'est qu'on discute entre nous. Et donc, on a une capacité de potentialiser un certain nombre de retours. Donc, sur des sujets, quand on aborde, par exemple, la question des retraites, etc., on a un certain nombre au Parlement à discuter entre nous, à dire, oula, là, attention. Donc, on sonne parfois l'alerte, on est dans notre rôle en le faisant. Surtout quand on ne le fait pas, j'allais dire, sur les plateaux de télé, mais qu'on le fait entre nous, parce que c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Mais voilà, franchement, est-ce que les députés... Moi, j'ai envie de vous dire qu'à l'inverse, on est les meilleurs ambassadeurs de la politique menée par le gouvernement. Vous ne vous sentez pas mis de côté. Vous avez le sentiment que vous pouvez jouer votre rôle, ce rôle d'alerte, pourquoi pas, et qu'on vous entend. C'était ça la question. Je pourrais vous écrire un livre de 400 pages sur la frustration du parlementaire. C'est encore pire quand vous êtes dans l'opposition, parce que là, en plus, non seulement vous n'êtes pas écouté, mais vous ne pouvez pas agir concrètement. Le député de la majorité, au moins, parfois, il passe des amendements, etc. C'est l'histoire de la 5e. Enfin, on a une démocratie. C'est quand même une vision étonnante. C'est-à-dire que le député de la majorité est là pour agir et le député de l'opposition, il faut pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis la frustration. Je dis la frustration du député de l'opposition, elle est encore plus grande que celle du député de la majorité. Parce qu'il peut pas agir. Ils vous le disent. Pas qu'il peut pas agir, c'est que c'est plus difficile de faire passer un certain nombre d'idées parce que c'est pas, par définition, généralement la ligne politique qui est la vôtre. Mais il y a un mois, on a adopté, j'ai voté une proposition parlementaire déposée par l'opposition insoumise sur la nutrition. On l'a travaillée, on l'a modifiée, on l'a adoptée. Donc heureusement personne n'a dit qu'un député de l'opposition n'était pas utile. Si c'est ce que vous avez compris, pardon. C'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, la frustration d'un parlementaire dans un régime présidentiel comme le nôtre, de toute façon, voilà. Mais on le sait en s'engageant. La question, c'est comment est-ce qu'on est utile au collectif, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, à se faire entendre, et puis ensuite aussi retourner dans nos territoires pour faire aussi un autre travail qui est complexe, qui est expliquer la politique qui est conduite, expliquer les mesures qui sont prises. Je prends l'exemple du plan pauvreté en ce moment. Je suis très surpris quand je m'adresse à un certain nombre de personnes dans ma circonscription.
je leur explique les grandes lignes du plan pauvreté, ils me disent « Ah, mais on ne le sait pas ». Donc, on a aussi ce rôle-là. Donc, on joue dans les deux sens. Honnêtement, on ne s'ennuie pas. Quand on est dans la majorité dans l'opposition, personne ne s'ennuie. Je veux dire, le rythme de travail est suffisamment intense pour ça. Le plan pauvreté, il est arrivé peut-être tardivement, et c'est peut-être pour ça qu'on ne le connaît pas bien, mais bon, voilà, c'est juste une remarque comme ça. Mais je reviendrai sur le niveau de connaissance. Enfin, moi, je pense que les gilets jaunes, personne ne pouvait le prévoir. C'est vrai que c'est une fracture et c'est des problèmes qui remontent à longtemps, mais franchement, je pense que c'était très difficile de pouvoir imaginer qu'un tel mouvement pouvait émerger. Non, mais qu'il y avait un petit ras-le-bol sur les taxations, sur l'essence. Mais en revanche, sur la connaissance du gouvernement ou de l'exécutif ou d'Emmanuel Macron des problèmes de la société, moi je crois que c'est pas ça le souci. C'est que Emmanuel Macron, ou en tout cas ce cap politique qui est choisi, c'est qu'il ne voit qu'une partie de la société. Et moi, je reviendrai sur l'expression qui avait été employée, je crois que c'est Ismaël Emelien qui avait lancé ça, sur les premiers de cordée. C'est-à-dire que c'est une façon de voir la société par ceux qui réussissent, en tout cas, le haut du panier. Et malheureusement, ceux qui sont en dessous, et les gilets jaunes en font partie, ceux qui sont peut-être plus modestes, peut-être plus pauvres, pas assez pauvres pour être récupérés par des allocations qui les aident à y voir clair. Et c'est peut-être des gens qui n'ont pas envie de gagner des millions ou de réussir et qui sont coincés dans cette mondialisation. Et cela, Emmanuel Macron, en tout cas le programme, ne veut pas tellement les prendre en considération. Et c'est pour ça, alors hier, je crois que Édouard Philippe a utilisé ce mot d'ascenseur social, mais c'est tout ce travail qu'il y a à faire pour ces gens qui n'ont pas forcément un avenir de start-upper ou de multinationales ou de même grosses PME ou même grosses très petites entreprises, mais c'est des gens qui vivent modestement, mais qui vivent mal et qui n'ont pas forcément de quoi faire le pas pour être sur la marche du dessus, qui leur permettrait d'être mieux, mais de pas forcément être dans une mondialisation à tout bout de champ. C'est des gens qui veulent vivre un peu mieux, sans exploser au niveau économique. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Olivier Duhamel. C'est parce que la transformation, c'est la démocratie, mais c'est aussi parce qu'on est coincé dans cette mondialisation et on n'arrive plus à trouver des repères. Il y a des gens qui trouvent des repères très facilement et d'autres qui sont perdus parce qu'ils trouvent plus leur place et qu'on leur laisse pas tellement leur place ou l'émancipation qui leur serait nécessaire. Alors vous allez répondre évidemment Olivier Véran. Je voudrais qu'on écoute à nouveau Édouard Philippe qui s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale pour présenter les grandes orientations sans faire encore les propositions issues du grand débat. Édouard Philippe qui a voulu lever une ambiguïté parce que ça fait partie des reproches qui ont été faits en disant voilà, les contributions sont tellement diverses qu'on pourra piocher évidemment ce qu'on veut et ce qui nous arrange. Certains nous soupçonnent déjà de faire le tri, de n'écouter ce que nous avons envie d'entendre. Je leur propose au contraire d'être également attentifs à ce qui n'a pas été formulé. Le chômage. Le chômage, mesdames et messieurs les députés, est assez largement absent de ces échanges. Voilà, Olivier Véran, est-ce que, parce que malgré tout, il y a quand même quelques pistes qui ont été données, alors il y a ces deux mots qui reviennent depuis hier, l'exaspération fiscale et la question de la baisse des impôts, mais là, on entend aussi Édouard Philippe parler de la question du chômage, ça avait été évoqué aussi par Emmanuel Macron lors d'un des derniers, peut-être le dernier grand débat, en disant voilà, tiens, c'est étonnant parce que c'est un sujet qui n'a pas émergé comme si on s'y était habitué. Donc on peut imaginer que les réponses seront aussi des réponses économiques dans ce sens, en disant on va continuer, accélérer, poursuivre les réformes qui sont les nôtres parce qu'on pense que ce sont ces réformes-là qui permettront de corriger et de faire baisser la courbe du chômage. Alors que le chômage est central. Le chômage, c'est aussi une façon, aujourd'hui, le chômage élevé, c'est aussi une manière de cantonner un certain nombre de personnes à résidence. Le chômage, il est parfois plus important hors des métropoles que dans les métropoles. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui se sentent en dehors, exclues et pas prises en compte. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Robert Castel théorisait sur les oubliés de la République. Ces personnes qui sont en marge justement de toutes les infrastructures qui ont été construites à travers la mondialisation, etc. Beaucoup plus de mal, et ça ne vous étonnera pas, avec le discours qui tendrait à penser que le président de la République pourrait ne pas y prêter une attention très forte. Au contraire, quand vous réduisez le chômage, non seulement vous donnez un emploi à des gens qui n'en ont pas, donc vous sortez les gens de la misère. La première cause d'entrer dans la pauvreté, c'est le chômage. Et le premier moyen d'en sortir, c'est de trouver un emploi. C'est aussi un moyen de mieux financer les cotisations sociales, donc de renforcer à la fois l'ascenseur social, mais renforcer aussi la protection sociale pour les gens qui n'ont pas d'emploi ou qui vivent en situation de précarité, parce que quelqu'un qui est au chômage coûte plus à l'État que quelqu'un qui travaille, et les cotisations liées à l'emploi sont beaucoup plus importantes, évidemment, lorsque vous en avez un. Donc c'est au centre de tout ça. Et la politique économique, et c'est ça le message finalement du président, mais peut-être que
il faut être capable aussi de l'expliquer en évitant les termes premiers de cordée. Mais juste sur cette question du chômage, vous dites évidemment aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que c'est pouvoir sortir du chômage et que les gens travaillent. Mais on a aussi beaucoup entendu, alors peut-être que vous me direz qu'ils ne sont pas représentatifs, mais notamment chez les Gilets jaunes, beaucoup de gens, et pas plus tard qu'hier, Jacqueline Moreau, qui a fait partie de ce mouvement, qui était une des figures du mouvement, qui disait, mais aujourd'hui, moi, je m'interroge, parce que quand je fais le calcul, je gagne la même chose si je travaille ou si je ne travaille pas. C'est encore une autre question, mais elle entre aussi là-dedans. C'est peut-être pour ça que la question du chômage, elle n'apparaît pas forcément. Parce que tout n'est pas... je risque de me contredire, mais je ne pense pas que ce soit une contradiction dans mes propos, mais dans la réalité. Tout n'est pas joyeux dans ce qui sort du grand débat. Il y a un point quand même fondamentalement largement commun entre des aspects négatifs et du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat, c'est que c'est incroyablement individualiste, pour ne pas dire égotiste. C'est c'est tout pour ma gueule. C'est not in my backyard. C'est pas chez mon voisin, mais pas chez moi. C'est pour ça que le chômage n'est pas sorti ni du mouvement des Gilets jaunes, ni dans le grand débat. C'est parce qu'il n'y avait pas de chômeurs, ou quasiment chez les Gilets jaunes, et il n'y avait pas de chômeurs qui sont allés participer au grand débat. Beaucoup de travailleurs pauvres. Alors, je dis beaucoup pas... de gens qui, malgré leur emploi, n'arrivent pas à vivre. Voilà, d'où cette question. Il ne faut pas croire que la démocratie délibérative n'est qu'un truc magnifique qui va tout d'un coup développer un altruisme incroyable, élever les gens vers le ciel et l'idéal. Il y a aussi, il faut reconnaître, et d'ailleurs c'est pas pour rien, on vit dans un monde qui est quand même dominé, pour ne pas dire ravagé par l'individualisation, mais je maintiens, en forçant à peine le trait, Gilets jaunes et grand débat sont des moments égotistes. Oui, Olivier Véran, vous... Moi, j'en suis pas sûr, Olivier Duhamel. En tout cas, au moins aussi. Moi, ce que j'ai vu dans ma circo et ailleurs, c'est des gens qui considéraient que la politique, c'était pas pour eux. Pas leur truc. Zappé, oublié. Et des gens qui sont venus pour la première fois, qui ont passé une tête dans les gymnases, dans les salles des fêtes, qui sont arrivés, on dit comment est-ce que ça se passe ici. Alors il y avait parfois un côté exutoire collectif, ça pouvait être un peu difficile. Moi qui suis parlementaire, mais tout bib, père de famille, des fois j'en prenais plein la gueule avant de commencer à parler, mais passé l'exutoire, on commençait à discuter du fonctionnement des institutions, de fiscalité. Et moi j'ai été étonné, pas étonné, je ne suis pas surpris que les gens aient des choses à dire, mais j'ai trouvé qu'il y avait du débat, avec du débat de fond, de qualité. Oui, il y a toujours le mouvement Not in my backyard, où les gens vont toujours, comme parlementaire, je vais voir des gens qui me disent « je n'ai pas envie que le voisin construise une antenne » ou machin, mais au-delà de ça, il y avait quand même une réflexion collective sur c'est quoi les institutions demain, comment est-ce qu'on sort de cette espèce de marasme politique qui fait que la confiance dans tous les politiques, dès lors que vous avez un mandat, vous chutez de popularité avant même d'avoir ouvert la bouche. Les deux, los dos, ce que vous dites et ce que je dis. Ouais. Les deux. Alors je voulais aussi, je vais vous donner la parole, mais je voulais aussi vous faire réagir, puisqu'on parle d'institutions, et éventuellement il y aura aussi sans doute des propositions institutionnelles. On a vu des remontées concernant le vote blanc, par exemple, la proportionnelle pour certaines élections. Et puis, il y a aussi ce que dit l'opposition. Ça a commencé par le Rassemblement national, la France insoumise aussi. Christian Jacob, c'était un peu moins clair, mais quand même, le mot nouvelle élection a été prononcé. La question, c'est faut-il dissoudre ? L'opposition dit oui. On écoute Marine Le Pen. Sans blague. Je suis assez inquiète sur ce que va dire le président de la République. Moi, j'ai le sentiment que le président de la République est tout à fait incapable de se remettre en cause. Puis il y a un problème qui me gêne, moi. C'est que le président de la République, il fuit les électeurs. Il refuse que les Français votent. Car le meilleur moyen de retrouver une légitimité, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale et de permettre à nouveau aux Français de voter. Ici, on fait un débat, il n'y a pas de vote. Le président va faire un grand discours, il n'y aura pas de vote. Alors moi, je viens dire aux Français, si, il va y avoir un vote. Ça va se dérouler le 26 mai. Et il faut que vous vous saisissiez de ce vote pour exprimer ce que vous pensez de la politique menée par Emmanuel Macron. On a entendu la réponse d'Édouard Philippe tout à l'heure à Marine Le Pen qui lui a dit en gros vous prêchez pour votre paroisse parce que évidemment vous espérez quelque chose d'une dissolution. Si toutefois la proportionnelle intégrale par ailleurs était mise en place, qu'est-ce que vous répondez ? Emmanuel Macron fuit les électeurs, il refuse aux Français, il refuse le vote. Ah oui, mais je vous fais réagir parce que j'ai partie des déclarations du jour. Mais j'ai envie de parodier de comiques. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Une fois la dissolution a été instaurée dans la Ve République récemment, alors qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, et ça a conduit à une instabilité des institutions et une cohabitation de longue de 5 ans. Bon, faut être sérieux. Là, vous montrez des députés d'opposition plutôt radicalisés, chacun dans leur bord,
qui considèrent que le pouvoir n'est pas légitime. Mais vous avez toujours des oppositions qui vont considérer qu'un pouvoir à peine élu n'est pas légitime. J'ai connu dans une autre majorité, comme député socialiste, des opposants qui nous disaient « vous n'êtes pas légitime ». Bon, écoutez, quand on s'inscrit dans un débat démocratique, lorsqu'on est candidat à un mandat pour représenter les Français, on commence par en accepter les institutions. Ou alors, on est élu dans l'optique de les changer, ce qui peut être aussi une façon de procéder. Mais là, il n'y a pas lieu de penser à la dissolution, c'est pas la question. La question, c'est plutôt continuer de réformer le pays, pas de créer du désordre. Quant à l'élection du 26 mai, j'espère qu'effectivement, les Français seront nombreux à venir voter pour un projet européen, auquel je crois fondamentalement, pour ne pas aller vers un projet destructeur ou mortifère, comme le propose Mme Le Pen ou d'autres, mais plutôt un projet progressiste européen, pour qu'on puisse continuer d'avancer ensemble. Cette échéance du 26 mai, elle ne va pas tempérer un peu les ardeurs d'Emmanuel Macron, qui doit faire ses annonces la semaine prochaine ? Tempérer comment ? C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un télescopage, que des annonces un peu qui pourraient fâcher n'aient pas une influence sur le vote et sur le scrutin qui arrive très vite, qui est le scrutin du 26 mai. On peut aussi se poser la question de savoir s'il annonce énormément de choses, vous allez avoir une opposition qui va dire « oh là, c'est électoraliste, c'est pour gagner les européennes ». Oui, mais justement, c'est compliqué comme timing. S'il n'annonce pas énormément de choses, on va dire « c'est parce qu'il a peur des annonces, donc vous allez voir ». Encore une fois, honnêtement, moi je pense qu'on est le président de la République, il est assez serein. D'abord parce que le grand débat s'est bien déroulé. Ensuite parce que les violences sont en train de se calmer progressivement dans notre pays. Je touche du bois parce que c'est jamais acquis. Et que le compte-rendu du grand débat est assez intéressant dans ce qu'il est en train de montrer, que les Français veulent moins d'impôts, plus de services publics, et que ça, on est en mesure de pouvoir leur proposer. Donc, voilà, ensuite on verra l'ordre des choses. Moi je suis incapable de vous dire, et je suis aussi impatient que vous, peut-être même plus encore, parce que j'imagine que vous êtes passionné de la politique si vous tenez une émission comme celle-ci. Mais je suis très impatient de savoir quelles seront les annonces qui vont être faites, mais assez serein et encore une fois, moi qui suis vraiment un Européen convaincu, je veux aussi qu'on puisse garder un peu de notre esprit disponible dans toute cette étape-là que nous vivons, pour porter ce projet européen et que les Français aillent nombreux aux urnes et de préférence voter pour un parti qui prône plus d'Europe. Le nôtre ou d'autres, mais j'espère le nôtre, mais un parti qui prône plus d'Europe et une Europe plus construite que ce qu'on a aujourd'hui. Il nous reste une trentaine de secondes. Bruno Cotresse. Un point, je ne veux pas vous chercher la petite bête, c'est pas du tout ça. Mais si tout s'est si bien passé, si au fond la conclusion du débat va dans vos conclusions, que tout s'est bien passé, mais alors pourquoi il y a eu toute cette crise ? Et deuxième point sur lequel je voudrais rebondir, tout à l'heure vous disiez on ne gouverne pas avec les sondages et la popularité, qui est une phrase parfaitement rhétorique que vos prédécesseurs ont prononcée, alors que c'est faux. Vous les regardez les sondages, vous faites très attention à la popularité, vous en faites réaliser. Il y a un service d'information du gouvernement qui fait réaliser des enquêtes d'opinion. Vous les lisez, mais alors souvent vous les lisez avec une incroyable cécité. Au fond, tout ce qu'on a vu était parfaitement dans les données de sondage depuis de très 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 nombreux mois. Si vous reprenez les enquêtes que nous produisons au CEVIPOF depuis novembre 2015, on a réalisé un grand panel électoral. On voyait depuis le début que Emmanuel Macron avait un problème d'incarnation de la proximité et de l'empathie. Donc, vous ne cherchez pas la petite bête, mais un peu quand même. Et Olivier Véran a quelques secondes pour vous répondre. Quand même, vite. Un quart d'heure pour répondre. Mais on fait attention à l'opinion, c'est évident, parce qu'il ne faut pas gouverner à contre-courant non plus. Mais c'est pas le sondage qui va indiquer telle ou telle étude. J'ai connu d'autres chefs d'État ou d'autres gouvernements qui faisaient beaucoup plus attention à cela que l'actuel. Voilà, il y a un projet, et personne n'a dit que les conclusions du grand débat allaient dans notre sens. Ce que je dis, c'est que le grand débat s'est bien déroulé et que les conclusions sont intéressantes. Et qu'à partir de ces conclusions, on va pouvoir bosser et avancer. Voilà. Et on a compris que vous étiez impatient d'avoir la feuille de route. Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu de l'Assemblée directement au plateau du Grand Dossier. Vous y retournez, on vous libère, mais vous restez évidemment avec nous parce que notre débat n'est pas terminé. Nous aussi on débat ici. À tout de suite sur LCI. Retrouvez votre programme et double niveau. Décision immédiate, chantier ouvert. Je vous pose aussi cette question-là parce que c'est vrai que récemment, les ministres que l'on a entendus faire des propositions, retoquées, pas retoquées, peut-être mises de côté, c'est plutôt Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, c'est plutôt des ministres qui viennent de la droite et qui ont rejoint La République En Marche. Alors la question s'est posée, elle a été posée justement à Sébastien Lecornu ce matin chez nos confrères à la radio. Est-ce que le retour du clivage gauche-droite, il ne se fait pas finalement au sein de La République En Marche ? Pour rien au monde, il ne faut réinventer ce clivage gauche-droite. D'ailleurs, le grand débat national n'appelle pas ça dans le pays, n'appelle pas ça entre les différentes formations politiques. Je pense que le rejet, justement, des hommes et des femmes politiques est très fort. Donc personne n'est attaché à ce clivage gauche-droite. Et fondamentalement, le réinventer et le réinstituer au sein de la majorité présidentielle, je pèse mes mots, serait stupide.
Voilà, donc officiellement tout le monde est d'accord. Il y a quand même, on a parlé des baisses d'impôts et Olivier Véran tout à l'heure l'a simplement évoqué, mais il y a aussi quand même la question de l'âge de la retraite et de l'âge du départ à la retraite qui pose question au sein de la majorité. D'ailleurs, certains députés, ont fait savoir, ont posé des questions hier au Premier ministre lors d'une réunion de groupe qui avait lieu à l'Assemblée nationale, interrogé sur l'âge de départ à la retraite, ce à quoi le Premier ministre aurait répondu « Ce n'est pas d'actualité, on ne va pas réouvrir le débat, mais c'est important de le préciser. Toute l'ambiguïté, c'est de savoir si on parle du départ, l'âge de départ à la retraite ou le temps pendant lequel il va falloir travailler. C'est facile de dire dans les matinales et devant les caméras qu'il ne faut pas réactiver le clivage droite-gauche, mais j'ai envie de vous dire, nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien quand certains députés nous disent, quand je vois les sorties de Gérald Darmanin ou de Bruno Le Maire, là je cite un député, eh bien s'ils sortent, c'est parce qu'ils perdent la bataille, ces députés de droite, me dit un député de l'aile gauche. Bon, c'est compliqué après. Hein. Oui, on entend aussi certains députés plutôt de gauche dire, bah oui, mais regardez, c'est les anciens sarkozystes, ils disent que c'est peut-être l'occasion de faire ce que le patron, entre guillemets, n'a pas pu faire quand il était à l'Élysée. Sachant que ces anciens sarkozystes continuent de voir régulièrement Nicolas Sarkozy, qui les reçoit, qui avait conseillé ardemment à Gérald Darmanin de rentrer au gouvernement, et beaucoup, pour avoir enquêté là-dessus, ils le voient, ils font des dîners à titre privé chez eux avec Nicolas Sarkozy, et il est très présent, y compris auprès du président de la République. Donc, Nicolas Sarkozy ne veut pas revenir en politique, mais il a toujours une certaine influence en politique que voient bien des députés et des responsables et des gens qui sont assez proches de Emmanuel Macron, qui remarquent que les poids lourds qui sont sortis du gouvernement pour différentes raisons étaient quand même des gens qui appartenaient plutôt à la mouvance gauche ou centre. Il y a eu François Bayrou, il y a eu Nicolas Hulot, il y a eu Gérard Collomb. On parle aussi de Jacques Mézard, qui était plutôt radical, qui faisait partie de la gauche, et on note que la députée qui est rentrée, elle est plutôt identifiée aux jupéistes à droite. Et donc, ils sentent un certain déséquilibre et dans la politique appliquée par Emmanuel Macron et au sein de son gouvernement avec ses ministres de droite, issus de la droite, qui s'entendent, qui parlent le même vocabulaire, qui ont aussi les mêmes réflexes. Ils savent reprendre la balle au bond les uns les autres, alors que ceux qui viennent de la gauche se sont un peu moins considérés et moins organisés quand même. C'est sûr, mais c'est une donnée de base, c'est que le vent souffle fort. Et le vent souffle à droite. Il souffle à droite dans le monde, partout. Il souffle à droite en France. Il souffle à droite chez les électeurs. Il souffle à droite chez les élus. Et ben, en général, on met la voile dans le sens du vent. Et moi, je trouve qu'il y a un dossier ou un thème qui est un peu sous-jacent. C'est le dossier autour duquel la droite tourne depuis très nombreuses années. En France, c'est la question du périmètre de l'État, de son domaine d'action. Parce que si on dit qu'il faut faire baisser la pression fiscale et donc baisser les dépenses publiques, et en même temps que l'on ait dit on ne refera pas la RGPP, les dépenses de saupoudrage partout, si on ne coupe pas partout, ça veut dire que forcément il y a des branches qui vont tomber ou des branches qui sont davantage coupées que d'autres. Et donc il y a cette question qui est vraiment dans le débat politique français, et notamment qui a beaucoup animé de débats politiques à l'intérieur de la droite en France, qui était est-ce que c'est une solution qui est envisageable que celle de repenser quels sont les périmètres légitimes, pertinents de l'action publique en France? Faut-il autant de départements ministériels? Faut-il autant de tuyaux de la dépense? Cette question a fait l'objet de multiples réflexions depuis 20 ou 30 ans. Mais jamais de consensus. Voilà, et on voit qu'on on retourne autour de cette question, parce que si on ne fait pas du saupoudrage, ils n'ont cessé de dire qu'il ne fallait pas faire des réductions de dépenses en faisant passer le rabot à peu près partout de la même manière. Forcément, ça veut dire que certains départements vont être plus touchés que d'autres. Et il y a déjà dans la loi de finances de cette année des départements ministériels qui ont été particulièrement touchés. Le logement, on en a parlé, il a déjà été bien touché cette année. Mais moi, j'ai l'impression que ça va même beaucoup plus loin que cette histoire de répartition des actions et de moins d'actions. C'est aussi le modèle social qui est en jeu. Et là, c'est vrai que le discours qu'on a, c'est soit droite, soit droite. Et c'est vrai que tous les autres dont vous parliez, François Bayrou et tout, on n'entend pas finalement leur son de cloche, ou en tout cas, il est beaucoup plus... Ils ne sont pas au gouvernement. Voilà, ils ne sont pas au gouvernement, ils ont été écartés. Et finalement, ce qui marche, et on comprend bien que c'est aussi à des vues électorales, c'est la droite ou éventuellement l'extrême droite. Donc on est focalisé là-dessus. Alors, on n'est pas encore là, tout à fait.
Non, mais aux Les élections macroniens européennes, n'en je sont parle. pas encore. Non, Ah oui. non, je parle Ah non. comme paysage. Le paysage politique, il se joue complètement à droite. Oui. Alors que moi, j'ai l'impression qu'en effet, c'est la question du modèle social. Parce que quand on dit les Français, dans ce qu'ils ont, enfin, en tout cas, les gens qui ont participé au débat, ce qu'ils ont dit, c'est la dépense publique, ils la comprennent. Ils comprennent bien que c'est aussi du service public. Les seuls endroits, comme vous l'avez dit, où ils accepteraient de lâcher du lest, c'est défense et logement. Ils ont parlé beaucoup de santé. Pour ça, je reviendrai sur le côté individuel. Ils ne sont pas si individuels. Ils pensent aux personnes âgées. Ils pensent hôpital. C'est pas que pour soi qu'on pense à ça. Hein, je pense. On n'est pas c'est pas Moi, tous quand des je malades. pense dépenses de santé, je pense à moi. Oui, mais je suis pas je suis pas sûre que c'était dans ce sens. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a aucun endroit où on se pose la question de se dire on a un modèle social qui redistribue, qui crée des services publics. Il n'est plus juste, il a besoin de redistribuer mieux, un peu moins les riches, un peu plus les plus modestes. Et c'est pareil pour les services publics. On donne trop au RSA quand même aussi. Hein. Et je parle aussi des classes moyennes qui justement n'héritent pas de RSA parce qu'ils gagnent un petit peu mais pas assez pour être dans les cases. Je trouve qu'on file trop au RSA. Et il y a aussi les services publics, c'est-à-dire faire des choix. Il y a peut-être des choix. Et peut-être que les Français sont prêts à envisager une nouvelle ère où on dit on ne peut pas tout, en effet, demander à l'État. Mais il y a des choses incontournables. Est-ce que la santé, l'hôpital, est-ce que c'est normal de faire 60 km pour aller accoucher au risque de faire une fausse couche? Il y a peut-être des questions très concrètes de se dire, ben oui, si on ne peut pas tout faire, on va choisir parce qu'on a envie de moins d'impôts, mais en même temps, on a envie de services publics, on a envie de garder ce modèle social qui est quand même le fond, enfin, je veux dire, c'est la philosophie de la France. Mais sauf qu'il est bousculé parce qu'on ne peut plus tout. Mais c'est justement, j'ai le sentiment que d'après les contributions, le choix est très difficile à faire. On a eu un problème de consentement à l'impôt. Au contraire, il y a un gros consentement à la dépense publique, aux services publics, que toutes les dépenses se maintiennent. Il n'y a pas eu de choix pour... On la défense parce qu'on se dit, en gros, on ne sait pas trop à quoi ça sert, j'en ai pas besoin. Et le logement, c'est aussi des gens qui disent, j'en ai pas trop besoin. Il y a des endroits où les Français sont conscients que si on veut réduire l'impôt, en contrepartie, ils veulent des élus, ils veulent des services de proximité. Il y a un exemple D'ailleurs, où ça a Gérald marché, Darmanin l'a très bien dit. Quand on a décidé d'arrêter la priorité TGV et de renforcer la priorité transport c'est des choix, etc. Là, c'est un exemple de choix. C'est des et de choix qui remet de la proximité. Mais ce que dit par exemple Gérald Darmanin, production énergétique, c'est pareil. Ce qu'a dit quand même Gérald Darmanin, et on revient à des sujets très politiques, quand il a dit ce week-end son interview au JDD, où il dit, on n'a jamais, il faut baisser les impôts lui aussi, mais on n'a jamais vu des gens se révolter sur la baisse d'une dépense. Et ça, c'est... non, parce qu'on se révolte contre la conséquence de la baisse de la dépense. Parce que la baisse de dépense n'est pas très visible, c'est les conséquences qui se voient après. Et là, les gilets jaunes qui ont manifesté sur les hôpitaux qui ferment, les centres de santé, les guichets de services publics, c'est des baisses de dépenses. Oui, mais c'est peut-être pas les bonnes, parce que justement, si on numérise tout, mais c'est ils jamais sont les revenus bonnes. dessus. C'est jamais les bonnes. Oui, mais il y a peut-être un endroit où on doit rediscuter tout ça. Enfin, franchement, l'exemple des TGV, il est très bon. oui. Hein. Moi, je vais vous dire, pendant des années, j'étais pour la LGV jusqu'à Nice, là. Pour des raisons strictement égotistes, hein, comme les gilets jaunes et les gens et comme la santé. Ça me faisait gagner une demi-heure pour aller chez moi dans le sud, je trouvais ça génial. Et puis, j'ai changé d'avis quand j'ai commencé, pour d'autres raisons, à apprendre le TER entre Bandol et Marseille. Et c'était tellement... parce que ça permet plus de proximité. Je me suis dit, écoutez, au lieu que tu fasses une demi-heure de moins quand tu fais tes 800 km, circule normalement entre Bandol et Marseille, comme des centaines de milliers de gens. Oui, mais des décisions comme celle-là, ce sont des décisions politiques qui font de la dépense publique moins chère. Oui, mais plus proche aussi, avec un service de proximité qui est visible. Alors que sur la ferme des hôpitaux, un des arguments par exemple, c'est qu'un hôpital qui fait peu d'accouchements est beaucoup moins fiable et assure un service beaucoup moins adéquat. Mais ça, c'est un argument qui est difficile à entendre parce que je veux pouvoir accoucher près de chez moi, parce que j'ai pas envie de risquer d'accoucher et de faire 50 km. Donc chacun, il y a ce côté individualiste. C'est discutable, ça. Oui, je dis, par les médecins, mais comparons les accidents des gens qui ont à faire 60 km pour aller accoucher, en accouchant et sur le chemin, ce que vous dites et les rares sur les accidents parce qu'on n'a pas eu le service ultra pointu pour les grands prémates. C'est pas aussi clair que ça. C'est ce que c'est. Mais reste que chacun réfléchit par rapport à lui-même, et donc si c'est plus proche de moi, je préfère. Oui, mais ce qui veut dire que, et on en revient aussi peut-être aux choix qui seront faits par Emmanuel Macron, on se posait la question et on entendait Édouard Philippe y répondre, mais finalement, est-ce qu'il ne va pas piocher ce qu'il arrange dans ses contributions au président de la République ?
C'est déjà... La synthèse étant tellement difficile à faire, Édouard Philippe l'a concédé lui-même hier. Mais c'est déjà un tout petit peu le cas, dans ce qu'on entend depuis la restitution, le discours du Premier ministre hier. Oui, il va aller chercher ce qui l'arrange un peu. Mais bon, est-ce que c'est complètement incohérent? Je ne suis pas sûre. Mais il va même faire plus fort que ça. Hier, lors de la restitution, avant de faire la synthèse, le Premier ministre a dit, il y a aussi ce qu'on n'a pas dit. Il y a aussi ce qui n'a pas été dit. Il a parlé des familles monoparentales et des EHPAD. Parce que ça, de toute façon, qu'on en ait parlé ou pas, ils vont avancer là-dessus parce que pour eux, ça va être l'un des symboles qui vont lui permettre de parler justement de proximité, de compenser certainement le reste. Et de dire qu'on a écouté, qu'on a vu... Pas que ce qu'il arrange, mais ce qui imprime. Il est quand même obligé de choisir aussi quelque chose Mais là, il veut même aller au-delà. En fait, il a préparé aussi un peu ses réponses. C'est-à-dire qu'avant même de parler de ce qui imprime, il dit, bon, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai choisi deux autres symboles qui vont vous parler. Et je l'ai préparé sur le papier. Et c'était encore le cas aujourd'hui. Il l'a évoqué à nouveau. Et qui peuvent parler aux Français plus qu'aux débatteurs eux-mêmes. Parce qu'il y a des sujets qui importent pour les Français. Alors, la santé, c'est sorti, ça c'est vrai. Mais il y en a... Mais sur les familles monoparentales, il y a eu un déplacement du président de la République en banlieue bordelaise auprès d'une association qui accompagne des femmes majoritairement en situation de précarité. Et ensuite, un débat du président de la République qui était organisé, un débat avec des femmes. Et ça, donc, c'est effectivement, on sent que c'était... Et pas que les 28% de mères de familles monoparentales, mais les 10, 20, 30 qui savent que ça risque de leur arriver aussi. Exactement, c'est ça. Il y a une grande capillarité quand vous adressez à cette catégorie de population. Vous parlez à la grand-mère de cette femme ou de ses parents, aux futurs enfants ou aux enfants. Vous parlez aux cousins. Voilà, il y a quelque chose de très humain et qui peut déborder. Ils ont fait un constat qui est extrêmement lucide, c'est de très vite voir sur les ronds-points des femmes. Beaucoup de femmes. Et de se dire qu'en touchant une femme, on touchait certainement des dizaines et des dizaines de personnes. Agnès Buzyn fait un gros travail, Marlène Schiappa aussi actuellement et depuis un bon moment pour avancer sur ces thèmes-là. Et c'est bien pour ça que même si l'un n'était pas question dans les restitutions, ils vont quand même avancer sur ces points-là. Vous avez prononcé, Olivier Duhamel, le mot « ce qui imprime ». Alors, ce qui imprime dans l'opposition, ce n'est pas forcément... Alors, il y a on attend et toute cette attente est très longue, on a bien compris l'impatience. Et puis, il y a un mot qui revient et que l'on a entendu et sur lequel Édouard Philippe a voulu répondre. C'était d'ailleurs quasiment ses mots de conclusion tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Un mot peut-être pour répondre à Madame Le Pen, non pas sur l'ensemble de ce qu'elle a formulé, mais sur l'exhortation dans son plan de sortie à respecter un plan en 3 étapes, dont la première serait la transformation de la loi électorale et la troisième, la dissolution. C'est au président de la République qu'il appartient de prononcer les dissolutions. Je me permets d'observer, Madame la députée, que vous considérez qu'il y a urgence, mais que, avant la dissolution, vous prenez le soin de faire en sorte que la loi électorale puisse être modifiée. Ce qui montre que dans votre plan de sortie, la dimension politicienne et électorale n'est pas totalement absente, ce qui ne me surprend pas. Ce qui est génial, c'est le plan sur Marine Le Pen qui approuve dit oui, oui. la dimension politicienne n'est pas absente. Oui, mais au-delà de ça, et on va écouter dans un instant aussi ce que disait Christian Jacob tout à l'heure à l'Assemblée, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une question, il y a un sujet qui concerne Emmanuel Macron lui-même. Question de légitimité qui a été soulevée par l'opposition, mais pas que, parce qu'on a vu aussi que tous les slogans dans les manifestations ciblaient précisément le président de la République. On écoute Christian Jacob et on débriefe juste après. Ajoutez-y les excès verbaux du président de la République, qui a rarement su trouver les mots pour montrer aux Français qu'il les respecte. Et vous comprendrez ainsi le rejet qu'il suscite. La grande majorité de nos concitoyens ont été blessés par des attaques à répétition. Ça n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection. Pourquoi une élection? Simplement parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement. Si ça va être peut-être une des évolutions, et Emmanuel Macron doit l'entendre, fini les petites phrases. Oui, il avait promis lui-même qu'il allait faire un effort sur lui-même, mais en même temps, c'est sa nature. Je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron, à un moment, dise qu'il a changé, qu'il a été touché par ce qui s'est passé, que ça l'a atteint, et donc qu'il y a un changement pour arriver à reprendre confiance, à renouer ce lien de confiance. Pour l'instant, ce sont les autres qui le disent. Oui, mais il avait commencé à le dire, et je pense qu'à la fin du débat, il faudra qu'il ait un mot là-dessus. En même temps, moi, je pense que ce qui est dissolution, démission d'Emmanuel Macron, etc., c'est pas possible, ne serait-ce parce qu'on est dans un pacte républicain, où le président est élu pour 5 ans, et qu'avant de faire une dissolution,
On peut changer de Premier ministre, on peut changer de gouvernement sans changer de Premier ministre. Il y a des étapes à respecter et il y a un pacte républicain. Quel que soit ce qu'on peut penser d'Emmanuel Macron ou de ses erreurs, il serait bon qu'il aille jusqu'au bout de son mandat et que cette majorité, on lui donne la possibilité aussi d'exprimer le fait qu'elle a compris ce qui s'était passé et qu'elle corrige le tir, elle aussi. La dissolution, je pense que là, c'est allé un peu vite en besogne, c'est très prématuré. On va accueillir Julien Arnaud. Le temps que Julien s'installe, un mot de conclusion sur ce Sur les excès-verbaux d'Emmanuel Macron, son style de communication, je ne m'attends pas à une inflexion fondamentale. C'est sa nature. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Il le dit en même temps qu'il régulièrement revient sur le sujet. Oui. Voilà. Et donc je pense que c'est inscrit en lui un style de communication où régulièrement on aura à nouveau ces fameuses petites phrases. Et même pendant la grande crise, il a continué à en émettre. Sur l'hypothèse dissolution, etc., c'est évident qu'on n'est pas du tout dans ce cas. L'hypothèse n'est pas sur la table. Merci à vous. Bonsoir Julien. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Au sommaire, on va se demander, nous, comment réduire la dépense publique, parce que les impôts, ils vont baisser, ça on a cru le comprendre, mais comment on va financer tout ça, ça on l'a toujours pas compris. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, et puis il y aura le face-à-face tout à l'heure ce soir, Guillaume Roquette face à Claude Veil. Et voilà pour le programme. Vous restez évidemment sur la 26. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau grand dossier. C'était votre programme.